Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Natacha Tessier, coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs. Et je vous partage mon quotidien en live pendant 365 jours. Et nous sommes au 146, 147e, je crois, live aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un petit peu particulier. Je lis énormément de livres. Vous le savez peut-être, j'adore lire et j'adore lire beaucoup de livres de développement personnel, de biographies inspirantes, d'entrepreneurs voilà, qui m'inspirent, etc. Il y a quelques temps, je vous avais dit que je lisais un livre qui s'appelle L'argent, l'art de le maîtriser de Tony Robbins. Alors, Tony Robbins, c'est clairement mon mentor. C'est le plus grand coach pour moi, qui est un coach américain, mais le plus grand coach du monde actuellement. C'est un homme assez extraordinaire parce que d'abord, je trouve que c'est un coach qui provoque des transformations comme jamais. Et surtout, c'est quelqu'un que j'aime pour sa générosité, pour son don à contribuer, pour toutes les fondations qu'il a dans le monde, et notamment aux États-Unis pour lutter contre la faim, mais pas que. Il est également dans des sociétés où il a investi pour développer la recherche sur certaines innovations technologiques. Et c'est quelqu'un voilà, qui contribue beaucoup, et c'est ce que j'aime aussi chez les Américains, je crois. C'est ce don qu'ils ont, enfin, dans leur culture, de contribuer et d'en parler. Nous, c'est pas qu'on contribue pas, on en parle moins. Moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment une de mes grandes quêtes de 2023 de contribuer plus. Et du coup, rien qu'en lisant ce livre-là, bon, il y a énormément de pépites dans ce livre. Il est complexe, il est compliqué, il est énorme, 625 pages, hein, et il est très américain. Donc, on parle de placement financier très américain. Il y a des choses qui sont très intéressantes qui sont à transposer. Mais j'avais envie de vous partager quelques pépites, ce que j'ai pu retenir d'important dans ce livre. Finalement, c'est mon conjoint Fred qui m'a mis un peu au challenge de me dire ok, tu me parles de ton livre, tu me partages des morceaux, des interviews, parce qu'il a interviewé des tas d'investisseurs financiers et c'est juste passionnant. Mais tu sais, moi je vais pas retenir parce que tu me dis ça entre deux portes, et puis même toi, bah, tu lis, et puis qu'est-ce qu'il en restera dans quelques mois. Du coup, il me dit est-ce que tu peux m'écrire une petite fiche, une page d'un résumé de ce qui te semble important, de ce que tu as retenu. Et c'est ce que j'ai fait parce que je trouve ça hyper intéressant. Il a raison. De manière générale, en fait, quand on lit des livres, moi j'en lis beaucoup, je m'aperçois que j'écris pas assez derrière. Je résume pas, je note pas les idées clés. Et j'oublie beaucoup. Alors je pense que c'est un processus. En fait, j'intègre beaucoup de choses que je pratique au quotidien. Je m'en rends pas forcément compte, mais malgré tout, je pense que la quintessence du livre, parfois, je l'ai plus, je sais même plus en parler. Donc c'est un peu dommage. Donc j'avais envie de vous partager quelques éléments de ce que j'ai retenu de ce livre-là aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Tout d'abord, ce que j'ai retenu du livre finalement, donc ça parle vraiment de placement financier, de préparer sa retraite, etc. Finalement, la véritable richesse, c'était pas de gagner de l'argent, mais que la véritable richesse, c'était de donner à autrui, de contribuer. Donc, que ça soit donner de l'argent, de donner du temps, de donner des connaissances en les transférant. Et du coup, une de mes premières résolutions, je me suis dit, ok, cette année, tu as envie de t'investir, par exemple, dans un Rotary ou quelque chose voilà, qui a des actions humanitaires structurées. Et j'avais cette croyance qu'il fallait que je sois nécessairement dans une structure pour mener des actions collectives à plus grande échelle. Certes, je pense que c'est toujours très intéressant pour impacter le plus de personnes et pouvoir aider le plus de personnes, mais néanmoins, je pense que ça commence effectivement vraiment à son échelle individuelle. Et je me suis dit qu'il y avait une première action que je pouvais faire facilement. En fait, vous savez, quand vous payez par carte bancaire, souvent maintenant on vous demande si vous voulez rajouter quelques centimes de plus pour aller pour arrondir, sinon à l'euro supérieur, pour telle ou telle cause. Et je me suis rendu compte finalement que très peu de fois j'ai appuyé sur la case OK et j'ai plutôt décliné presque par réflexe. Je sais pas pourquoi en fait. En gros, je paye ce que je dois payer et je veux contrôler finalement les dons que j'envoie à telle ou telle association. Donc, je décline. Là, je m'engage en fait à partir de cette année à accepter systématiquement d'arrondir vraiment à l'euro supérieur, enfin de rajouter ces quelques centimes. Je regarderai néanmoins l'association pour savoir quand même si je connais, si je connais pas, ça me parle ou pas. Mais en fait, je vais le faire quasiment systématiquement parce que ça coûte rien de rajouter quelques centimes. Et je me dis que si tout le monde rajoutait quelques centimes à chaque fois qu'il faisait un paiement, pour nous, ça change rien du tout. Et on peut aider sûrement des dizaines d'enfants, des dizaines de familles ou porter des projets avec ces quelques centimes qu'on rajoute tous
chacun individuellement. Et ça, c'est ma grosse prise de conscience en lisant ce livre. Donc je remercie encore Tony Robbins pour cette pépite qu'il m'a offerte. Alors j'ai écrit à côté. Hein. Après, ce que je retiens finalement, c'est également pour changer de mindset, changer d'état d'esprit et pas toujours être dans ce qu'on voudrait, ce qui nous manque, c'est de cultiver sa gratitude chaque matin de ce qu'on a déjà et de la vie qu'on vit déjà. Et je pense que si on s'arrête sur le fait de remercier des personnes, de remercier son corps, de se remercier, de remercier la brise qui nous caresse une joue, bref, d'exprimer pleinement notre gratitude chaque matin, on change notre mindset. Et je suis persuadée qu'en faisant ça et en donnant plus, on va en plus s'enrichir et développer sa liberté financière. Et ça, c'est une des grandes leçons que je viens de comprendre. Et donc c'est pareil, chaque matin, je pense que je vais me prendre 5 à 10 minutes en me levant le matin juste pour exprimer de la gratitude, pour penser à ce qui me plaît dans ma vie actuellement. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est souvent dans le futur, dans le projet, et je peux nourrir parfois de la frustration de ne pas arriver à tel ou tel projet assez vite. Et du coup, je peux ressentir ce manque de quelque chose. Et puis finalement, je sais switcher et refaire vite fait l'exercice de me dire « Ouais, mais t'as vu ta vie aujourd'hui, elle est géniale. » Et donc juste de m'arrêter à tout ce qui est génial dans cette vie, tout ce qui fait que voilà, je suis en pleine forme, je suis en bonne santé, je peux faire du sport, j'ai des loisirs, je mange à ma faim, là je suis en train de préparer des légumes, ça me fait plaisir, j'ai une belle vie de famille, bref. Donc je vous encourage à le faire. Alors, maintenant si je vous parle un petit peu plus sur l'argent, j'y reviendrai après plus tard, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me partager sous cette vidéo. Je peux en reparler de façon plus longue ou sur certains points si ça vous intéresse. Moi c'est ok, je lis énormément de livres sur le sujet parce que je suis persuadée que c'est important de préparer sa retraite et de ne pas juste attendre que l'État nous fournisse une retraite et qu'il est important de la préparer. Donc ce que je retiens en fait, c'est que dans les placements financiers, je ne suis pas du tout une experte, loin de là, donc prenez pas tout au pied de la lettre, formez-vous, renseignez-vous, hein, c'est votre responsabilité. Moi ce que j'ai retenu en tout cas de tout ça, c'est que c'est important de diversifier son portefeuille, de l'équilibrer entre des actions et des obligations. Peut-être pas forcément de privilégier des actions en bourse sur telle ou telle société, mais plutôt d'aller sur des fonds qui détiennent eux-mêmes des actions dans d'autres sociétés, comme Vanguard ou le fonds de Warren Buffett. Voilà, mais il y en a plein d'autres, mais vous pouvez regarder Vanguard, tout ce qu'il y a. Donc de plutôt privilégier ça et de ne pas hésiter à équilibrer entre des obligations et des actions, et donc de plutôt privilégier finalement le moyen et long terme, de réfléchir à 8 à 10 ans. C'est-à-dire que quand vous placez, c'est pas la peine d'aller regarder tous les 3-4 matins si c'est à la hausse ou à la baisse. En fait, vous placez pour du 8 à 10 ans. Vous oubliez un petit peu finalement vos placements. Et que ce que je retiens aussi qui est important pour moi, c'est qu'en temps de crise, et ça je le savais déjà et je vous le partage, c'est pas là qu'il faut vendre, c'est pas quand ça se casse complètement la figure qu'il faut vendre. Là c'est important d'arriver à gérer ses émotions, d'être assez neutre par rapport à ce qui se passe, donc de ne pas justement aller trop regarder tout ce qui se passe et de ne pas écouter BFM TV tous les matins, ça sert juste à rien, à part vous créer de l'anxiété, créer un climat anxiogène. Je comprends même pas qu'on fasse ça, c'est une telle perte de temps en fait. Parce qu'on nourrit toutes nos émotions négatives, on se met en stress et après on est juste en réaction totalement émotionnelle. Donc c'est pas là en fait qu'il faut vendre, vous gardez. Par contre c'est là où vous avez des opportunités d'achat, quand c'est vraiment très très bas. Évidemment, après vous oubliez 8 à 10 ans et vous vendez quand c'est à la hausse. Mais ce qui est intéressant dans un de ces témoignages, en fait, c'est que Tony Robbins, il a interviewé plein les plus grands investisseurs financiers de tous les temps. Et il y en a un, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, en fait. C'est une personne qui a vécu le crash boursier en 1929. Et voilà, c'était il y a quelques temps déjà, mais c'est assez intéressant. Cette personne-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait donné 100 $ à son courtier et il lui avait demandé de racheter en fait toutes des actions qui étaient descendues à 1 $ ou à moins de 1 $ et de faire un rachat en fait du coup de 100 actions à 1 $, pour faire court, pour résumer. Et du coup, il a fait après une rentabilité à plus de 1000%, enfin voilà, parce qu'il a attendu ça, c'était placé sur le long terme. Et donc du coup voilà, j'ai trouvé que c'était assez malin parce que une des autres leçons que je retiens de ce bouquin, c'est que finalement n'attendez pas d'avoir plein d'argent pour investir, pour placer, etc. C'est que vous pouvez commencer à placer avec 1 €. Voilà. Donc du coup c'est juste de se dire ok, chaque mois sur mon revenu,
qu'est-ce que je pourrais décider de placer, quel pourcentage je décide de placer ou d'investir, ce qui n'est pas la même chose, hein, le placement et l'investissement. Le placement, vous avez, c'est vraiment pour des raisons d'optimisation fiscale. Donc, est-ce que c'est 10% de mon revenu? Est-ce que c'est 20% de mon revenu? En général, on est sur ces ratios-là. De dire que je dédie chaque mois à de l'investissement, à du placement. Et si vous le faites en fait chaque mois et si vous le faites en plus en automatique, si vous mettez en place des virements permanents automatiques, c'est quelque chose que vous allez juste oublier. Et en fait, vous verrez que au fur et à mesure des années, ça va vous constituer un petit bas de laine assez intéressant. Et de la même façon, tous les intérêts que vous percevez chaque année ou les dividendes que vous recevez, réinvestissez-les. Parce que ça va vous créer un système d'intérêt composé, ou moi ce que j'appelle dans mon jargon d'intérêt cumulé, et ça va vraiment vous augmenter du coup fortement les intérêts que vous allez percevoir chaque année. Mais moi je conseille pas en fait parce que c'est pas mon métier, mais j'applique pour moi en tout cas, donc je partage juste ce que j'applique. Moi je le fais en fait systématiquement, je réinvestis en fait tout ce que je perçois. Parce qu'en fait vous le voyez pas en fait si vous le faites comme ça. Donc ça vraiment c'est les pépites que je voulais vous partager. Évidemment, préparer sa retraite le plus tôt possible, c'est une nécessité absolue. Plus vous le ferez jeune, on n'y pense pas, hein. Même personnellement, moi c'était quelque chose, j'avais pas du tout envie d'en entendre parler. Sauf que par contre, j'ai toujours eu cette logique d'épargne et de me dire, tiens, je prends 10%, 20% de tous mes revenus et j'épargne. J'ai toujours fait depuis que j'ai commencé à bosser, sans savoir finalement que je préparais ma retraite. Mais je pense que c'est pas en avoir peur. Pour moi, c'est une nécessité absolue. Et comme je vous ai dit, en fait, il suffit vraiment de commencer par... avec très 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 peu d'argent, vous pouvez commencer. L'essentiel, c'est juste de démarrer. Plus vous commencez jeune, plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques. Plus vous faites ça tard, plus vous devrez avoir un portefeuille vraiment équilibré, avec des obligations pour prendre moins de risques en fait. Parce que en fait, quand vous êtes jeune, vous prenez des risques, les pertes, vous pouvez facilement les compenser au fur et à mesure des années. Plus vous avancez en âge, évidemment, moins vous avez de temps pour compenser vos pertes. Et le dernière pépite, je suis un peu longue aujourd'hui, mais j'en aurai 50 000 à vous partager des pépites de ce livre. Je voulais vous parler juste du calcul de l'indépendance financière, de la sécurité financière, de la liberté financière et de la liberté financière absolue. Très rapidement, encore une fois, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur ces sujets-là, vous n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me fera plaisir. Alors, comment vous pouvez calculer ça? Vous allez voir, c'est assez intéressant. L'indépendance financière, c'est déjà quel est finalement le premier chiffre qui vous vient à l'esprit pour vous dire je serais à l'abri si j'avais telle somme, je n'aurais peut-être plus besoin de travailler ou je n'aurais plus de soucis financiers pour toute ma vie. Voilà, quelle somme vous vient spontanément à l'esprit? Ça peut être des centaines de milliers d'euros, ça peut être des millions, ça peut être des milliards, enfin bon, voilà, ça c'est très personnel. Vous le posez comme ça sur le papier, vous réfléchissez pas, vous calculez rien en fait, c'est juste finalement la croyance que vous avez, que c'est ce chiffre-là qui est le bon pour vous et qui vous mettra vraiment à l'abri, vous et votre famille, de tous les soucis financiers. Ensuite, vous pouvez faire cet exercice de passer à ce qu'on appelle la sécurité financière. Donc la sécurité financière, en fait là on va rationaliser ce premier chiffre de l'indépendance financière. La sécurité financière, c'est simplement votre budget mensuel. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse un minimum à ses finances, et je vous le souhaite, vous avez un budget mensuel, vous savez très clairement quelles sont vos charges. Vous avez vos revenus, c'est comme quand vous êtes entrepreneur, et vous avez vos charges en face. Donc vous savez calculer mensuellement ce qu'il vous faut pour votre loyer ou pour votre remboursement d'emprunt de votre résidence principale. Vous savez quelles sont vos charges, tous vos abonnements, téléphonie, internet, etc., vos assurances, quelles sont vos charges pour la nourriture, quelles sont vos charges pour vos dépenses de quotidien, pour l'école, pour vos enfants, etc. Pour les emprunts divers, pour, on va dire, les activités sportives, vos abonnements dans des clubs de sport, ces choses-là. Vous avez vos charges, vous faites votre total mensuel et vous multipliez par 12 pour avoir votre total annuel. Ça vous fait votre premier chiffre et vous vous dites, voilà, en fait, il me faut ça pour vivre. Pour couvrir mes charges, il me faut tant. Vous allez voir déjà que par rapport à votre chiffre d'indépendance financière, le gap, il est énorme. Mais c'est normal parce que là, vous couvrez que vos charges. Voilà. Vous pouvez avoir prévu une petite enveloppe pour vos loisirs. Voilà, je vous le conseille, mais voilà, ce sont vos charges courantes. Ensuite, vous allez passer à la liberté financière. Donc là, la liberté financière, c'est de vous imaginer le style de vie que vous avez envie d'avoir. Donc par exemple, c'est du coup des postes que vous allez rajouter parce que vous aimeriez, par exemple, partir en voyage 2 à 3 fois par an, et c'est tel budget,
parce que vous souhaitez contribuer et donner à telle ou telle cause, et c'est vachement important pour vous, et vous avez vraiment envie de donner tant par mois parce que ça vous parle, parce que vous rêvez de vous mettre à tel sport un peu coûteux et qu'il y a un équipement derrière, l'abonnement est coûteux, je ne sais pas, par exemple du golf, et vous souhaitez en faire régulièrement, ça c'est votre style de vie. Vous allez rajouter ça à votre premier chiffre mensuel de vos charges mensuelles, et vous allez rajouter en fait tout le style de vie qui vous plairait, qui vous ferait plaisir, qui aurait du sens pour vous, etc. À nouveau, vous avez un total mensuel que vous multipliez par 12 pour avoir votre montant total de liberté financière. Là déjà, vous êtes plutôt super bien en fait avec ça, parce que non seulement vous couvrez toutes vos charges, mais en plus vous vous faites super plaisir. Vous avez vraiment votre style de vie rêvé. Donc ça c'est top parce que vous allez à nouveau comparer ce chiffre-là, ce deuxième chiffre, à votre premier chiffre spontané d'indépendance financière, et vous verrez que le gap il est juste énorme. Et ensuite, on parle de liberté financière absolue. Là, c'est vraiment d'ajouter à votre montant de liberté financière des investissements, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, des rêves en fait. De quoi vous rêvez? Je ne sais pas si vous rêvez d'acheter un ranch, d'acheter une ferme équestre, si vous rêvez de faire plein d'investissements locatifs, donc d'avoir 10 appartements. En fait, vous allez vraiment ajouter tous vos rêves, vraiment les choses qui font sens, qui vous feraient vraiment triper dans la vie. Vous allez les ajouter, vous allez estimer un montant mensuel. À nouveau, vous ajoutez ça à votre total mensuel que vous avez calculé au-dessus. Vous multipliez par 12 et vous avez un revenu annuel. En fait, vous avez un montant annuel de liberté financière absolue. Qu'est-ce qu'il vous faudrait par an pour vivre la vie absolument de vos rêves, la vie absolue de vos rêves? Et ça, vous allez le multiplier par 20 pour voir ce que ça ferait. Multiplier par 20, c'est les ratios en fait qu'on donne. Donc c'est multiplier par 20 pour voir un petit peu ce qu'il vous faudrait. Quel serait l'objectif financier à atteindre pour vivre tous vos rêves? Et vous allez le comparer au premier chiffre. Et bien je vous assure, moi j'ai fait l'exercice et je le fais faire souvent. Et bien en fait, on imagine qu'il nous faut des millions. Et quand on fait vraiment l'exercice dans le détail, on n'a pas besoin de millions. Par contre, c'est quand même une somme qui est importante, évidemment, parce qu'on a fait x20. Et finalement, ça vous donne en fait la somme que vous pourriez obtenir en investissant et en plaçant de façon intelligente. Et ça, une fois que vous avez travaillé tout ce raisonnement-là, ça vous permet de commencer à vous intéresser et à donner du sens à pourquoi j'investirai, pourquoi je placerai. Parce que j'ai envie de vivre ces rêves-là, parce que j'ai envie de mettre à l'abri ma famille comme ça, parce que j'ai envie de partager ça avec eux comme expérience, de leur faire vivre ça, etc. Et ça change toute la donne en fait, parce que j'ai envie de contribuer à telle cause. C'est ça aussi que je retiens de ce bouquin. Souvent on a cette croyance que les personnes riches peuvent être égoïstes. Je vais donner tous les clichés de l'éducation financière qu'on peut recevoir. En tout cas, moi je l'avais reçu comme ça, qui donnait rien, etc. Or, là, quand je vois tous ces grands investisseurs qui, certes, sont milliardaires ou millionnaires et qui ont signé des promesses de reverser 50% de leur fortune à leur décès à des causes, ou même avant, qui ont déjà reversé des milliards à des causes qui leur importaient, je trouve ça super parce que je pense que c'est avec cet argent-là aussi qu'on peut aller beaucoup plus vite pour développer des nouvelles technologies, ne serait-ce que pour l'écologie, pour la terre, pour lutter contre la famine, pour lutter contre... pour que les enfants, les familles aient de l'eau potable, voilà, ce genre de choses qui nous paraissent tellement simples pour nous. Donc voilà, ça m'a fait du bien aussi par rapport à ça, de me dire que non, en fait, ça a vachement de sens de gagner plein d'argent parce qu'on peut en reverser plein. Donc c'est génial. Voilà un petit peu, j'ai plein d'autres pépites, j'en ai écrit d'autres, mais j'avais déjà envie de vous partager ça fait déjà pas mal d'informations. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé, si vous avez des questions, et puis voilà, si vous avez envie que je vous parle de temps en temps d'argent, de placement, d'investissement. Alors c'est que mon expérience, c'est juste que ça me passionne, ça m'intéresse beaucoup, et que ce que j'ai aimé dans ce livre, c'était que ce que voulait faire Tony Robbins, c'était de pouvoir permettre à l'investisseur individuel d'avoir un minimum de culture financière, de comprendre les fondamentaux et de pouvoir en fait épargner intelligemment, placer intelligemment, investir intelligemment pour préparer sa retraite et celle de sa famille, et puis préparer sa succession. Et d'ailleurs le dernier point finalement que je retiens, qui m'interpelle totalement, je me dis mais pourquoi il n'y a pas d'éducation financière à l'école au même titre que les maths, que le français, qu'on ait un minimum de compréhension
de ce qui se joue pour pouvoir parler facilement à un courtier, un gestionnaire de patrimoine, à un banquier et comprendre en fait tout le jargon qui nous est balancé et comprendre ça facilement, comprendre, poser les bonnes questions sur tous les frais cachés, etc. Juste pas avoir peur, que ce soit pas tabou, que ce soit une vraie discussion. Et je me dis qu'en fait, ce serait vraiment génial d'avoir un cours de culture financière à l'école. Parce que finalement, c'est la vie, hein, ça fait partie de la vie et ça sert sûrement plus que certaines matières. Ce n'est que mon humble avis. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao ciao!